Bon après-midi, mesdames et messieurs. Il est 12h GMT, 13h à Obala, c'est dans la Liki, dans la région du centre. Bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée sur Canada International. Au sommaire, Joël Tagueux ne sera pas remplacé. L'équipe Asidov restera à 22. Une décision de la CAF après le recours introduit par l'équipe médicale des Lions indomptables. Après la douloureuse découverte, le Goliath camerounais, malgré cette mise à l'écart, reste très optimiste. Les détails de l'état d'esprit du footballeur dans cette édition de la mi-journée. Toujours en sport, CAN 2019, les Lions indomptables ce soir affrontent la Guinée-Bissau, un adversaire déjà rencontré en 2017. Les statistiques des différentes rencontres dans cette édition. Comme on vous l'annonçait en titre, la CAF a rejeté le recours du Cameroun. Joël Tagueux ne sera pas remplacé par un autre joueur comme le souhaitait le staff des Lions. Jusqu'à présent, aucun joueur n'a fait son arrivée dans la tanière à 5 heures de la rencontre qui va opposer les Lions indomptables à la Guinée-Bissau. Nous avons essayé de comprendre cette situation avec notre envoyé spécial depuis l'Égypte, Yves Tchamadeu. Sur cette information. Moment for us because we really counted on this player to be part of our team, but this is life, and we're hoping to be able to have a substitute for it. We're waiting on a final decision yet by CAF. Par rapport à Joël Tagueux, bien sûr c'était un choc pour nous tous. On est très déçus pour lui. C'est un moment triste. Mais je crois qu'il a pris ça très professionnel et très bien. Et ouais, il faut regarder vers l'avant. On est tous derrière lui. C'est encore une motivation de plus maintenant de jouer la CAN là. Et ouais, on pense à lui, c'est clair. Bonsoir. Bonsoir Miravo, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à la maison. Mais quand on écoute Clarence Seedorf et son capitaine, on est rassuré ou on a des doutes? Non, je pense qu'ils ont l'air très sereins, beaucoup plus Choupo-Moting, qui endosse facilement ce statut de capitaine pour une première fois en compétition officielle au Cameroun, ce qui n'est pas toujours évident. Mais j'ai été quiet après ces déclarations en conférence de presse. Maintenant, il reste une vérité, celle du terrain. Restons dans la CAN et revenons sur ce forfait de Joël Tagueux qui ne sera pas remplacé par un autre joueur comme l'avait souhaité le staff des Lions indomptables. Jusqu'à présent, aucun joueur n'a fait son arrivée dans la tanière. Nous tentons de joindre encore une fois de plus notre envoyé spécial depuis le Caire, Yves Tchamadeu, pour plus d'informations sur ce cas. Disons tout simplement que le règlement de la CAF est assez clair à cet effet. Il faut déclarer une blessure avant la compétition. Mais là, le Cameroun, nous avons déclaré une anomalie cardiaque et ensuite nous l'avons déclaré en pleine compétition. Donc, le contexte n'est pas favorable en cas de remplacement pour l'équipe nationale du Cameroun. Donc, c'était une déclaration assez intempestive. Malheureusement, c'est la triste réalité, il faut faire avec. Maintenant, comment est-ce que gérer ça? Moi, je reste rassuré par rapport à une déclaration, celle du capitaine Choupo-Moting, lors de la conférence de presse d'avant-match, qui a estimé qu'il était question de passer dessus, de se focaliser et de rester concentré sur le match à venir. Et je pense que le joueur lui-même le concernait, Joël Tagueux, a fait une vidéo à travers les réseaux sociaux pour rassurer ses coéquipiers quant à son soutien, pour rassurer ses coéquipiers d'être aussi investis que s'il était dans cette équipe-là. C'est déjà quelque chose d'important sur le plan psychologique, sur le plan de l'état d'esprit. Maintenant, à côté, c'est à Clarence Seedorf et son staff de maintenir la confiance, de maintenir l'atmosphère qui prévalait dans cet effectif déjà avant l'entrée à cette compétition-là, parce que à l'absence d'un joueur, rien n'est perdu. Vous savez, il y a des matchs où nous voyons des équipes en infériorité numérique qui réussissent à remporter la rencontre. Je me rappelle ici de l'équipe de la Croatie qui en Coupe du Monde a terminé la compétition avec 22 joueurs, mais a quand même pu disputer une finale. On a le Zimbabwe qui a livré une excellente rencontre malgré la défaite face à l'Égypte lors de du match inaugural de cette Coupe d'Afrique, qui aussi s'était séparé d'un joueur, mais là c'était pour une raison disciplinaire. Donc je pense qu'à 22, tout est encore possible. Ça y va à mon sens de la capacité managériale de Clarence Seedorf à travers cet effectif de 22 joueurs, des dispositions offensives
qu'il pourra mettre sur pied en l'absence de Joël Tagoe, parce que vous savez, avec lui, nous étions à 7, maintenant nous sommes à 6 joueurs, donc 6 attaquants. C'est encore faisable en termes d'animation offensive. Donc pour moi, rien n'est perdu. Si ces joueurs s'y investissent réellement, sont déterminés, sont volontaires et jouent pour ce joueur-là, je crois qu'on ne sera pas écarté ou encore éloigné de l'atteinte de l'objectif final de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les langues se délient déjà quant à la rencontre qui va opposer le Cameroun dans la Guinée-Bissau ce soir. Les fans des Lions crient déjà à la victoire. 1-0, 3 buts contre 1. Les pronostics convergent vers une victoire certaine des Lions ce soir. Écoutons-les au micro de Junior Hussein. La meilleure équipe du monde, la meilleure équipe africaine, c'est qui nous apportera le plus grand succès. L'équipe qui gagnera aujourd'hui à 2-0 OA. Je sais que ce soir, nous avons 3 buts à 0, ça on ne discute avec personne. Je pense que les Lions vont gagner ce soir. 1-0. Allez les Lions! Moi je suis derrière les Lions parce qu'ils ont toujours prouvé. Ils nous ont toujours prouvé. Il faut que toutes les Camerounais fassent toujours confiance. Ben une victoire, bien sûr. C'est pas 2-0. Je leur souhaite beaucoup de chance, qu'ils jouent bien et qu'ils nous ramènent la coupe. Moi je dirais une victoire des Lions, hein. 2-1. Non, les Lions vont gagner. Les Lions vont gagner même 3-0. Les Lions vont systématiquement gagner ce match. Je dirais 2-1 en faveur des Lions. Oui, c'est pour les encourager. Je pense bien, j'ai espoir, ils vont gagner 5-0. Je pense que l'équipe en face est abordable et on peut avoir un 2-0 ce soir. Mesdames et messieurs, vous regardez là l'édition du 13h sur Canada International, cette édition qui se poursuit avec notre bureau de Yaoundé où nous attend Alain Kanga. Bon après-midi Alain. Chalitor, Bran Kamga pour la seconde partie du 13h en direct de Yaoundé. Il était très attendu. Le projet de loi portant prorogation du mandat des députés est finalement arrivé sur la table. Texte déposé ce matin à l'Assemblée nationale au cours d'une plénière. Les députés verront donc leur mandat prorogé jusqu'au 29 décembre 2019 au cas où ce texte était validé et promulgué par le président de la République. Pour mieux comprendre les contours de ce texte déposé ce matin, je reçois sur le plateau le chef service politique de Canal 2 International, Ghislain Piaïsono. Bonjour Ghislain, dites-nous quels sont les contours de ce texte déposé ce matin. Bonjour Bran, il s'agit d'un texte, pour revenir d'ailleurs sur le contenu de ce projet de loi, il s'agit donc d'un texte en 2 dispositions qui modifie donc un certain nombre de dispositions antérieures. Et bien, à compter du 29 octobre prochain, vous l'avez signalé, les députés auront droit à 2 nouveaux mois en termes de prorogation de mandat. Ainsi donc, les députés qui avaient été élus le 30 septembre 2013 se voient une nouvelle fois, ce n'est pas la première fois, se voient une nouvelle fois proroger leur mandat. Ainsi donc, il va courir jusqu'au 29 décembre 2019, c'est-à-dire cette année même. Il faudra ajouter à cela les 30 jours supplémentaires qui sont d'ailleurs une norme constitutionnelle. Et bien, c'est d'ailleurs en vertu de la loi fondamentale que le chef de l'État a proposé pour parler du gouvernement ce projet de texte à l'Assemblée nationale, à savoir modifier le proroger dans le mandat des députés. Et ce sera donc chose faite éventuellement au cas où les députés accèdent à cette demande-là. Ce sera donc chose faite et cela en vertu sur la base légale, c'est-à-dire l'article 15 de la loi fondamentale en son article 4. Alors, quelles sont, Ghislain Piaïsono, les motivations d'un texte pareil? Écoutez, il y a eu une procédure en amont. La procédure consistait effectivement à ce que le président de la République, à travers son gouvernement, consulte d'abord le président du Conseil constitutionnel qui est en cours depuis qu'il a été mis en place. Ensuite, il fallait consulter le président du Sénat qui est donc le président de la Chambre haute du Parlement camerounais, mais également et surtout le président de l'Assemblée nationale. Toutes ces composantes ont été consultées et évidemment en contexte, il ne s'agit pas d'abroger parce que la même disposition appelle l'abrogation du mandat. Il s'agit plutôt de proroger donc le mandat des députés et puis 2 mois c'est peu, mais il s'agit d'un signe, un signe selon lequel l'État camerounais ne devait pas montrer qu'il n'est plus l'État au sens de cette force régalienne avec ce qui va avec comme l'égalité. Eh bien, il ne fallait pas que les délais soient un peu trop longs. 2 mois, c'est un peu, pourrait-on dire, mais c'était également une manière pour l'État camerounais de montrer qu'il n'y a rien de particulier parce qu'il faut bien
bien rappeler que les dispositions constitutionnelles prévoient qu'on peut prolonger le mandat des députés dans 2 circonstances. Il y a la crise grave d'une part et d'autre part quand les circonstances l'exigent. Et pour le cas de l'espèce, le gouvernement a choisi de se fonder sur les circonstances qui l'exigent. Alors, Ghislain Pierre, quelles sont les répercussions de ce texte déposé il y a un instant, du moment où beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de Camerounais s'attendaient à la tenue des élections législatives, notamment et municipales, au cours de cette année 2019? Écoutez, la première information qu'il faut donner, c'est qu'il n'y aura pas l'élection des députés en 2019 au Cameroun. Eh bien, ce sera pour l'année prochaine, du moment où la loi donne autorisation au président de la République de convoquer le corps électoral dans un délai de 30 jours au moins et 45 jours au plus. Cela signifie qu'il faudra ajouter au moins 30 jours à compter du 29 décembre prochain, ce qui fait donc que l'élection des députés aura lieu plus tôt l'année prochaine. Eh bien, ce sera également l'occasion pour parler de ce qu'il est convenu d'appeler l'harmonie en politique. Ce sera l'occasion pour qu'il y ait effectivement ces doubles scrutins qui coûtent moins cher aux finances publiques camerounaises, à savoir donc qu'on pourrait assister à un double scrutin à la fois législatif et municipal à l'occasion de ces élections qui pourraient avoir lieu vers la fin du mois de janvier 2020. Eh bien, c'est aussi un respect du calendrier qu'impose la sécurité actuelle au Cameroun. Le contexte n'est pas ignoré de quelqu'un. Il y a la crise sociopolitique dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, mais il y a également les luttes que le Cameroun mène contre l'insécurité dans l'extrême nord, mais également dans la région de l'Est Cameroun, le soleil levant. On va donc vers une négociation ou tout au moins une espèce de dialogue ouvert, inclusif, que toutes les parties appellent d'ailleurs de leur vœu. Question donc justement d'accéder à un certain nombre de revendications. Il y a eu la société civile qui a demandé qu'on n'organise pas l'élection en contexte. Il y a eu les prétentions du Social Democratic Front, le SDF. Il y a également le MRC de Maurice Kamto. Toutes ces composantes-là ont demandé à ce que l'élection se tienne plus tard en vertu du contexte actuel. Merci beaucoup, Ghislain Pierre Sono. Je rappelle, chef service politique à Canal 2 International, pour ses explications donc sur le texte de loi portant prorogation du mandat des députés qui a été déposé il y a quelques instants donc à l'Assemblée nationale. Dans la suite de l'actualité, les 3e états généraux du diocèse de Mbalmayo, nous sommes en éducation, s'achèvent ce mardi même dans le chef-lieu du département d'Union Esso, région du centre, autour de l'évêque Monseigneur Ndi Okala, parents, enseignants et autres responsables de l'éducation catholique plaident pour l'amélioration de la qualité des infrastructures, mais aussi pour un meilleur management de l'éducation pour des meilleurs résultats. Alain Gislan Kanga et Eve Doumbeng pour plus de détails. Parents d'élèves et enseignants mobilisés au diocèse de Mbalmayo depuis le 23 juin pour définir les axes prioritaires de la prochaine année scolaire dans le cadre de la 3e édition des États généraux de l'éducation. Ces assises visent à l'amélioration pédagogique, financière et infrastructurelle. Regardez la situation de nos écoles. Nous manquons de laboratoires d'informatique, de laboratoires de sciences, nos salles de classe sont mal fichues, ne sont pas propres et autres. Toute institution doit avoir le souci des infrastructures. Et bien sûr, la 4e dimension, toujours le management. Tout ce qui ressort de la gouvernance managériale de ces institutions. Cette plateforme a permis aux parents et enseignants de présenter leurs problèmes afin d'aider à atteindre les objectifs. La question des recouvrements des scolarités a également été évoquée au cours de ces assises. Au rythme où nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons plus attendre que chaque parent passe à la caisse avec de l'argent dans la main. À l'époque de la numérisation, de la bancarisation, nous promouvons un recouvrement des scolarités par la bancarisation. Ceci améliore le recueil des moyens, le suivi et permet une meilleure opérabilité dans la gestion. Le diocèse de Mbalmayo, qui s'est engagé dans le champ d'apostolat de l'éducation, se soucie de ces jeunes qui espèrent et qui cherchent des modèles d'orientation qui les conduiront vers les défis de justice sociale, de solidarité et d'élaboration de la paix. On quitte la région du centre pour aller dans le sud où la réserve du Dja, patrimoine mondial de l'UNESCO, est sous la menace de l'exploitation forestière. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidumpat, et les dirigeants de la société Sud Cameroun EVA se sont entretenus hier, question de faire le point sur cette exploitation illégale qui risque de mettre la réserve du Dja en zone rouge concernant donc le patrimoine de l'UNESCO. Je vous propose d'écouter
écouter le ministre Pierre Ismaël Bidoumpat et le professeur Christophe Bida. Il est le directeur du patrimoine culturel au ministère des Arts et de la Culture. Après la dernière mission que nous avons effectuée à l'UNESCO, il s'avère que ces biens sont menacés d'être déclassés au rang de patrimoine en péril. Heureusement, les concertations menées sur le terrain et les missions techniques qui sont descendues ont relevé que les efforts sont faits pour que ces biens soient préservés honorablement. Nous sommes plutôt rassurés que Sudcam est en train de se conformer aux exigences de l'UNESCO. Donc nous partons tranquilles. Toutes les recommandations ne sont pas à 100% faites, mais nous allons vers la bonne progression et la mise en œuvre de ces recommandations. En santé, bientôt un guide national pour l'amélioration de la qualité des services dans nos laboratoires. Le guide national de sécurité et de biodiversité a été présenté hier à Yaoundé. Les méthodes et les politiques donc de l'aménagement de ces laboratoires, de ce guide, doivent être peaufinés et harmonisés. C'est ce que nous disent Arnaud Nguefak et Luc Mvondo. Univers des laboratoires, des gestes qui sauvent des vies. Seulement la mort peut aussi venir de là. Nécessité donc de ce guide ici en gestation. Il s'agit d'un guide national de biosécurité et de biosûreté en laboratoire au Cameroun. Le laboratoire de biologie médicale est un service dont l'apport est indéniable dans le diagnostic et le suivi des maladies. Sa disponibilité permet non seulement de réduire le délai de diagnostic et de la prise en charge thérapeutique, mais également de suivre l'innocuité des traitements. Les acteurs conviennent ici sur les efforts du Cameroun en la matière. Il faut harmoniser les méthodes et asseoir une politique commune en matière de laboratoire. Ce guide, présenté ce jour à Yaoundé pour adoption, est le fruit d'une cogitation, à la fois des acteurs hospitaliers et universitaires, mais tous du Cameroun. L'expertise est endogène. Elle est des universités. Vous avez vu les gens cités de Boya, de Bamenda, de Douala. Elle est hospitalo-universitaire, elle est académique, elle fait partie des partenaires, je dirais, du gouvernement. Tous les ministères impliqués ont été invités à l'élaboration de ce document. C'est donc un document synergique qui vient à coup sûr changer les pratiques dangereuses en laboratoire. Tracasseries policières et douanières sur le corridor Douala-N'Djamena-Bangui. Dialogue de vérité hier entre les différents transporteurs et le ministre de tutelle. C'est à l'occasion de la restitution des travaux d'une mission commise par le gouvernement. Question de dire la vérité et faire la lumière sur la situation exacte qui prévaut sur le terrain. On en parle une fois de plus avec Arnaud Nguefak et Bertrand Tchassé. Quelques soucis donc avec cet élément de Arnaud Nguefak et Bertrand Tchassé. Et nous poursuivons donc ce 13h en direct de Yaoundé, cette fois-ci pour parler de la lutte contre les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La coordonnatrice de More Women in Politics, Justine Difo, vient de lancer une nouvelle plateforme à Yaoundé pour lutter contre les violences faites aux êtres humains de tout genre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Cette plateforme est dénommée Appel des femmes camerounaises pour la paix et la fin de la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Une plateforme lancée hier au siège de la Croix-Rouge camerounaise, ici même à Yaoundé. Écoutons le professeur Justine Difo, l'initiatrice de cette plateforme. Les jeunes, les religieux se sont réunis autour et dans cette plateforme pour dire non à la guerre, pour contribuer à la restauration de cet îlot de paix qu'est le Cameroun, ce Cameroun que nous connaissons. Et nous sommes fatigués de voir que les opérateurs économiques ne sont pas dans le nord-ouest, ne sont pas au sud-ouest, dans la Damawa, dans l'extrême nord, dans l'est du Cameroun. Le pays est pris en otage
qu'on le veuille ou non. Le pays est pris en otage par les opérateurs de la guerre. Cette guerre asymétrique. Nous revenons donc sur cet élément concernant les tracasseries policières et douanières sur le corridor Douala-Bangui-N'Djamena. Dialogue franc entre les différents transporteurs et le ministre des tutelles hier ici à Yaoundé. C'est à l'occasion de la restitution d'une mission commise par le gouvernement camerounais. Question de faire la lumière sur la situation exacte qui prévaut sur le terrain. Arnaud Ngefak, Bertrand Chassé. Des photos cauchemars. Les transporteurs du corridor Douala-Bangui-N'Djamena en savent mieux. Poste de contrôle en un point fini. Arrêt forcé tous les 14 km en moyenne. Le décompte sur le trajet fait froid au dos. Plus de 125 différents contrôles installés de façon irrégulière dans ces corridors qui fait en sorte que les transporteurs subissent cette tracasserie. Tracasserie. Le mot est lâché. Et le gouvernement, pour voir clair, vient de commettre une mission d'enquête sur le terrain. 2 semaines pour jauger la situation. Un homme averti sur la base des dénonciations. Les utilisateurs de ce corridor ont souvent parlé et il nous revenait d'aller revenir avec un point de vue neutre et étranger. Sur le coup, le rapport de la commission présenté ici est révélateur de la vérité au sens reconnu par les transporteurs. Premier perdant. 175 milliards de manque à gagner et les tracasseries, on les connaît, les pelotons routiers motorisés ont été décriés, les eaux et forêts, les préventions routières, la douane également, qui est vraiment un véritable goulot d'étranglement. La vérité à tous donc. Autour du ministre des Transports et du délégué général à la Sûreté nationale, il est question d'agir urgemment. Il va s'agir de réduire les contrôles, il va s'agir de les regrouper. Et il va s'agir de faire en sorte que les sanctions soient prises à l'encontre de ceux qui ont été pris la main dans le sac pendant notre mission, parce qu'il y en a qui ont été pris la main dans le sac. Et le corridor Douala-Bangui-N'Djamena roulera sans entrave. D'un rapport à un autre, on parle de Human Rights Watch qui appelle donc à un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est avec vous, Robert Chalitok. Merci, Bran Kamga. Avant de clôturer cette édition de 13h sur Canada International, parlons de ce communiqué de l'ambassade du Cameroun à Berne suite à la manifestation projetée des ressortissants camerounais résidant dans les différents pays d'Europe en vue de protester contre la présence du président Paul Biya en Suisse. L'ambassade condamne ce projet barbare qui n'honore pas ni les initiateurs, ni tous ceux qui proposent de s'y associer. L'ambassade ayant déjà pris toutes les dispositions met en garde contre le risque personnel encouru par les contrevenants à la réglementation en vigueur en Suisse, ainsi que contre les possibles dérapages des actions violentes et saccages envisagés à l'hôtel Continental. L'ambassade invite la communauté suisse, tout comme les compatriotes résidant dans les pays voisins, à tourner le dos aux manifestations qui, depuis un certain temps, sont l'expression de la haine, de la violence et du tribalisme. Elle exhorte les uns et les autres à œuvrer plutôt pour la paix, la concorde et le vivre ensemble qui caractérise la Suisse et son peuple fermement opposé à tout acte de vandalisme et de désordre sur le sol. Le communiqué est signé de Liona Henri Bindi, ambassadeur du Cameroun à Berne. Mesdames et messieurs, c'est avec ce communiqué de l'ambassadeur du Cameroun à Berne que nous fermons ce journal de la mi-journée sur Canada International. Merci de l'attention que vous nous portez. Au revoir et à bientôt.